Un nouveau numéro de BGC privé en lien avec l'agence conseil en communication BGC Toscane. Merci Nicole Barbin d'être avec nous, d'être venue dans ce studio. Je suis très heureux de vous accueillir dans ces portraits de personnalités. Vous êtes une figure de l'Auvergne, une figure de la capitale auvergnate. Comment aimeriez-vous que je vous présente ? Je pense que ce qui m'intéresse le plus, je crois que c'est l'association que je préside, puisqu'elle est pour aider les femmes. Association Femmes Leaders Mondiales. On va en parler, on va revenir sur cette association, c'était prévu bien évidemment, mais je voudrais que l'on parle aussi de vos combats, les combats de la première heure pour la cause féminine. Qu'est-ce qui vous pousse à un moment donné de votre vie à entrer dans ce combat ? Peut-être aussi à un moment un peu particulier de votre propre histoire de femme. Vous créez votre cabinet, on y reviendra, vous avez besoin de faire des affaires, quelque part vous mettez un petit peu à dos ces messieurs. Je pense que créer une entreprise pour une femme, c'est difficile. C'est très difficile et je crois que c'est ces difficultés que j'ai rencontrées qui m'ont persuadée d'aider les femmes qui aujourd'hui créent des entreprises et qui ont d'énormes difficultés. Et je pense que l'expérience est intéressante pour elles, d'une part, et le fait de voir qu'une femme a réussi il y a si longtemps et qu'elle continue à persévérer, je pense que c'est une expérience qui peut les aider à poursuivre leur action quand elle est difficile. Quand vous commencez, vous, à vous lancer en affaires, le cabinet d'assurance, premier métier pour vous ? Oh, j'étais une simple sténodactylo. Je n'avais pas particulièrement de diplôme puisque j'ai passé mon bac à 40 ans. Et pour donner l'exemple à mon fils et pour donner l'exemple à mon petit-fils, j'ai passé le diplôme d'ingénieur l'année dernière. L'année dernière, voilà. En 2018. C'est ça, exactement. Vous l'avez eu ? Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je pense que l'exemplarité, aussi bien pour les femmes que pour tout le monde, c'est quelque chose qui permet aux autres de se dire « bon, ben, moi aussi, je peux y aller, je peux réussir ». Mais alors, il y a quelques années, quand vous vous lancez dans ce combat de la féminité ou du féminisme, qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller au-delà des problèmes que vous avez rencontrés pour créer votre entreprise ? Vous auriez pu aussi peut-être vous dire à un moment donné « c'est un combat perdu d'avance ». Non, je ne pense jamais que les combats sont perdus d'avance, jamais. Je pense toujours qu'avec de l'optimisme, du travail et une passion de quoi que ce soit, dans le travail comme dans le plaisir, comme dans l'associatif, je pense que si on a envie, c'est l'essentiel. Voilà. Qu'est-ce qui a évolué pendant ces années pour les femmes ? Ce qui a évolué, c'est que le travail n'est plus l'épanouissement de l'individu. Avant, le travail, c'était vraiment l'épanouissement de quelqu'un. Il avait réussi, il avait travaillé, il avait obtenu un poste, il était heureux. Maintenant, ça existe, bien sûr, mais c'est secondaire. C'est ce qui a, à mon avis, beaucoup été modifié dans la vie actuelle. On regarde le rétro, comme on dit. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être changer dans votre propre parcours ? Là où vous vous êtes peut-être perdu à un moment donné ? Non, je pense que je ne me suis pas perdue. J'ai suivi, disons, l'objectif que j'avais. L'objectif, c'était de réussir professionnellement en étant à mon compte et non pas au service des autres. C'était la première chose. Et la deuxième, c'était rendre à l'État, qui m'a permis d'avoir une éducation, de rendre à l'État, de rendre à tous ceux qui m'ont aidé, en particulier les femmes, de rendre ce qui m'avait été donné pour avoir la position que j'ai aujourd'hui. Je m'étais promis de vous faire cette remarque sur vous-même, si vous permettez, madame, un militantisme d'élégance en ce qui vous concerne pour la condition féminine. Vous êtes une femme extrêmement élégante, c'est l'image que vous renvoyez de vous-même. Vous êtes attachée aussi à cette image ? Bien, je pense que lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on a une clientèle, il ne faut pas la surprendre, dans aucun sens. Donc il faut toujours avoir à peu près le même aspect, même si on prend des rides. Donc vous avez choisi les tailleurs. Voilà, classique. Voilà, classique. Le jean. Voilà. Si, le week-end. Oui, mais effectivement, une allure générale classique. À mon avis, le client a besoin d'être rassuré. Il ne veut pas quelqu'un qui change sans arrêt, quelqu'un qui modifie sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Il veut pas se compliquer la vie, il veut la régularité, il veut avoir confiance. Et avoir confiance, c'est avoir quelqu'un qui ne modifie pas son aspect et son attitude et sa façon de travailler. Vous avez été l'une des premières femmes en France à diriger un syndicat interprofessionnel
du monde de l'entreprise, en l'occurrence aujourd'hui c'est PME, mais autrefois, enfin, il y a quelques années, ça s'appelait la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Là encore, il faut se battre pour arriver à un tel poste. Alors, je ne dirigeais pas, mais j'ai été à l'origine de la création de la CGPME en Auvergne, avec une de mes amies qui s'appelait Marie-Thérèse Foulquier et qui était la présidente à l'époque. Et j'ai considéré que c'était vraiment un plus pour toutes ces chefs d'entreprise, ces PME qui étaient seuls et qui n'avaient pas de possibilité de contacter quand ils avaient un ennui. Donc, à la création, j'étais comme vice-présidente, et depuis, eh bien, avec toutes les manifestations de la CGPME, les modifications de président, j'ai toujours considéré que je devais aider le président, s'il le souhaitait, bien sûr. Est-ce que la politique vous a tenté ? La politique ne m'attendait pas du tout, puisque lorsque le président Valéry Giscard d'Estaing a été à un moment, il n'a pas pu se présenter parce qu'il lui manquait des voix, des possibilités de mettre sur sa liste, on a dit qui c'est qu'on va bien pouvoir mettre sur sa liste pour la terminer, puisqu'à l'époque il y en avait eu 2 qui n'avaient pas été acceptés. Et on a pensé à moi pour venir sur la liste de Valéry Giscard d'Estaing. C'est la raison Alors on est dans quelle année là ? Quelle année ? C'était quelles élections ? C'est les élections de Clermont. Donc 96. Voilà. Et donc, sur la liste de Valéry Giscard d'Estaing, je suis arrivée, et effectivement, je me suis arrivée, j'ai été extrêmement perturbée, puisque je ne savais pas ce qu'était la politique. Je suis obligée de reconnaître que je ne savais pas. Je suis arrivée à la mairie, mais j'avais demandé aux socialistes, attention, vous n'allez pas m'embêter avec ma Porsche, avec quoi que ce soit, parce que si vous m'embêtez, j'y vais pas. Il m'a dit, non, Nicole, il n'y a pas de souci, on ne te prendra pas en traître. Et effectivement, pendant toutes les mandatures, j'ai fait 3 mandatures à la mairie, j'ai toujours apprécié et félicité ce qui était bien, et je me suis abstenue pour ce qui n'était pas bien, pour une raison très simple, c'est que quand on veut faire une prestation à la mairie sur quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, eh bien, je pense qu'il faut étudier le dossier. Vous parlez à l'instant de votre Porsche. Ça signifie, vous êtes une adepte des belles voitures, des Porsche. Ça signifie, si vous osez en parler publiquement devant une caméra, tout à fait. C'est que vous assumez complètement ce train de vie. Oh, complètement, parce que je considère que j'avais des clients de tous bords. Et quand j'allais voir les comités d'entreprise, je leur disais, vous m'avez vu en 2 chevaux, vous m'avez vu en Fiat, vous m'avez vu, aujourd'hui vous me voyez en Porsche. Pourquoi ? C'est parce que j'ai travaillé. Et je pense que voilà, là, et j'avais pas de difficultés. On reviendra sur la notion de travail que vous avez également inculquée à votre fils et à votre petit-fils. Votre fils Claude, bien connu aussi sur la place de Clermont, votre petit-fils Nicolas qui se fait un prénom. On y revient dans une deuxième partie de BGC Privé et on parlera bien sûr de ce qui vous tient à cœur actuellement, l'association Femmes Leaders Mondiales. Seconde partie de notre entretien exclusif sur BGC Privé en partenariat avec l'agence conseil en communication BGC Toscane, Nicole Barbin est notre invitée. Dans une première partie, Nicole Barbin, vous avez beaucoup parlé de travail. Je crois avoir compté 5 fois le mot que vous avez formulé en l'espace de 8 minutes. C'est vraiment quelque chose pour vous de fondamental, c'est le socle de la réussite, le travail. En ce qui me concerne, oui. Il y en a peut-être qui ont hérité, qui n'ont pas besoin de travailler, ça c'est leur problème. Mais moi, effectivement, j'étais pupille de la nation, j'avais rien, il fallait que je travaille pour réussir. Et il fallait que je travaille, je dirais, tous les jours de la semaine. Et c'était une façon non seulement de réussir au niveau de ma famille, parce qu'on a toujours besoin de réussite, mais également sur le plan personnel, je voulais faire quelque chose qui me plaisait, parce que vraiment, j'ai été secrétaire à un moment donné chez Maître Boulanger, l'avocat, et je considérais que quand je voyais les sommes qui étaient gagnées par un avocat, et je voyais ce salaire que j'avais moi en tant que sténodactylo, si on peut dire. Il y avait une injustice pour vous ? Non, pas du tout. Moi, je respecte et j'admire ceux qui réussissent, pas du tout. Mais une volonté d'aller vers ce salaire-là ? Non, je me suis dit, voyons, je suis aussi performante que lui, je suis aussi intelligente que lui, c'est tout. Et ça m'a donné la force de dire, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Alors, vous vous êtes fait un nom et un prénom, Nicole Barbin, parce que vous êtes peut-être aussi issue de ce milieu un peu plus modeste que celui que vous avez aujourd'hui. Mon père était militaire, j'étais pupille de la nation, l'État m'a permis de faire des études, pas suffisamment, puisque mon bac, je ne l'ai passé qu'à 40 ans, mais je suis quand même allée à l'école. Et c'est l'État qui m'a payé mes études. Comment avez-vous fait comprendre à votre fils, Claude, qu'il fallait qu'il se fasse un prénom ?
Bien, je pense que la première chose, c'était de lui dire, comme il travaillait peut-être pas suffisamment à l'école et que ça ne me convenait pas, de lui dire que il fallait qu'il passe son bac et qu'il réussisse. Et de ce fait, c'est la raison pour laquelle, à 40 ans, en douce, j'ai préparé un bac et je suis allée le passer et je ne l'ai montré qu'à la fin. Et j'ai dit, maintenant, il ne te reste plus Qu'à faire de même. qu'à faire de même. C'est comme ça que vous l'avez poussé à passer son bac. Enfin, oui, c'est Il a ça, oui. réussi. Ah bah oui, ah non, pas à réussir, parce qu'il avait certainement les capacités pour le faire, mais est-ce qu'il avait le courage, est-ce qu'il était suffisamment travailleur, est-ce qu'il ne préférait pas un peu prendre, disons, la vie du meilleur côté qui soit. Voilà. Alors que le travail, quelquefois, peut être un peu perturbant pour un jeune, je le conçois. Et votre petit-fils aujourd'hui qui reprend les affaires du groupe d'assurance Barbin, donc Nicolas, je cherchais son prénom, Nicolas, que lui dites-vous à Nicolas? Oh, je lui ai simplement expliqué le parcours que j'ai fait, c'est un parcours de travail, et je lui ai dit, maintenant pour continuer, c'est encore plus difficile, parce que les temps ont changé. Ils ont vraiment beaucoup changé, il faut s'adapter, et je pense qu'il fallait vraiment quelqu'un de jeune qui était capable d'appréhender les matières nouvelles, tout ce qui est nouveau, de la façon de vendre qui n'est pas la même, et je lui ai expliqué les difficultés avant qu'il s'engage. Il s'est néanmoins engagé. Voilà, il s'est engagé quand il a compris la difficulté, parce que je crois qu'on ne peut pas mettre le pied au travail si on ne lui explique pas les difficultés. Et il y a des difficultés, bien sûr. Nicole Barbin, ça vous aurait fait mal au cœur d'être obligé de vendre et de ne pas transmettre ce que vous avez fait? C'était certainement la quelqu'un de décision. famille? C'était la décision, à l'origine. Parce que je ne savais pas si Nicolas, ça lui plairait. Parce que quand ça ne plaît pas, c'est même pas la peine d'essayer. C'est un métier difficile, c'est un métier de contact, c'est un métier où il faut se mettre à la place du client et vendre à ce client ce qu'on a acheté. Difficile, hein, je peux vous dire que c'est très difficile. Autrement dit, il faut savoir choisir ce qu'on prendrait soi, et bien sûr, on n'a pas toujours les produits qui sont les meilleurs, donc il faut éventuellement ne chercher que les meilleurs. On vous courtise aussi pour votre connaissance du monde ici en Auvergne et au-delà en France, pour les réseaux que vous avez. Vous avez créé l'association Femmes Leaders Mondiales, vous avez créé un club business pour les femmes qui s'appelle aussi, il y a une parité avec il y a un lien, pardon. Il y a un lien aussi avec l'association Femmes Leaders. C'est quoi les réseaux pour vous aujourd'hui ? Eh bien, les réseaux, c'est ce qui permet de faire des connaissances, d'avoir un relationnel qui soit amical, qui soit professionnel. On a besoin de contacts dans la vie, on a besoin. Et le réseau, c'est l'avenir de tout temps, ça a été l'avenir. On a des amis qui ont des amis, et si on est tout seul dans son coin, c'est pas très agréable. Donc, pour moi, le réseau était à l'origine quelque chose de merveilleux. Et j'allais régulièrement en France, partout en France, chez des experts comptables qui m'ouvraient leur bureau pour que je reçoive leurs clients. Donc c'était le réseau. Le réseau, je l'ai fait en France, avec des experts comptables qui étaient un petit peu partout, qui m'ont permis d'avoir une clientèle dans toute la France, et c'était quelque chose qui pour moi était important. Ce réseau, pour moi, ça a été à l'origine des experts comptables. Ambitieuse et visionnaire quelque part, Nicole Barbin, parce que quand vous déposez le nom de l'association Femmes Leaders Mondiale, vous vous dites d'entrée, au moins on pourra tout de suite dépasser les seules frontières de l'Auvergne puisqu'il y a l'adjectif mondial. Je pense que là c'est une histoire. C'est une histoire, les femmes leaders, c'est parce que j'avais à l'origine initié les femmes chefs d'entreprise et la délégation Auvergne des femmes chefs d'entreprise. Je suis au Conseil national des femmes françaises, je suis à de nombreuses associations où je travaille également avec elles, mais où je n'ai pas de place prépondérante. Je suis simplement une adhérente. Mais j'ai considéré qu'il fallait avoir une association où il y avait toutes les femmes. Et quand je dis toutes les femmes, c'est justement avoir une cotisation de 35 € qui permet à tout le monde par an de venir et donc de partager. Que ce soit les femmes qui sont à la maison, qui ont besoin qui ont des idées extraordinaires, celles qui sont salariées, qui sont cadres dans la fonction publique, dans le privé, toutes les femmes ont quelque chose de particulier, et je dis que chaque femme est leader quelque part, dans sa famille, dans son travail, partout. Je considère que les femmes, c'est le ciment de la société, et qu'on devrait justement, tout le monde devrait respecter leur travail, parce qu'elles travaillent partout où elles sont. Mais vous pensez que cette association Femmes Leaders Mondiales ne pourra jamais ouvrir ses statuts aux hommes ? Nous avons des hommes. Nous avons des hommes qui sont
des gens qui nous ont aidés au départ, qui sont des membres d'honneur, nous avons des membres associés, nous avons des hommes. Parce que lorsqu'on prend une décision un peu difficile, j'ai toujours l'intention de l'idée que je peux me tromper. Donc je pense que demander l'avis des hommes, c'est très important. D'ailleurs, ça a été créé sous la complémentarité des valeurs hommes-femmes, parce que je considère que on est obligatoirement, on a besoin des hommes, ils ont besoin des femmes, et je crois qu'on ne peut pas faire sans. Voilà. L'association rayonne jusqu'à Monaco pour l'instant. Oui, non, vous allez partir dans quelques jours pour une manifestation avec la princesse Stéphanie. Oui, mais je pense que ce chemin a été possible également parce que j'ai eu à un moment donné, au moment où il y avait la parité, ça m'a quand même dérangé parce que je me disais, la parité, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi pour réussir, pour se faire voir, pour se faire entendre? Et j'ai longtemps bataillé dans tous les journaux, Le Figaro, partout, j'ai toujours bataillé justement contre cette loi. Et à la sortie, j'ai considéré que c'était un tremplin. Un tremplin, quand j'ai vu Michel André devenir sénatrice, j'ai dit, jamais elle n'aurait été sénatrice si elle n'avait pas été... Si elle n'avait pas eu la parité, jamais. Donc je pense que c'est un tremplin qu'il faut l'utiliser, mais qu'il faut l'utiliser à bon escient et pas non plus laisser les hommes de côté, parce que je considère que nous sommes ensemble et qu'il faut vivre ensemble. C'est quoi votre prochain combat, Nicole Barbin? Le prochain combat, eh bien, je pense qu'il y a le cercle que Nicolas crée avec moi. Le cercle, c'est le cercle de tous ceux qui ont envie de créer et de faire des choses extraordinaires. C'est donc il y a le cercle business des femmes leaders pour faire en sorte d'aider les jeunes, et puis il y aura le cercle tout seul, c'est celui que je fais avec Nicolas, pour faire en sorte que hommes et femmes qui créent des entreprises, qui créent et qui sont sur les start-up, tout ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau, tout ce qu'il y a aujourd'hui de jeunes, parce qu'il y a une jeunesse extraordinaire qui veut vraiment réussir et qui travaille. Donc pour moi le travail, bravo. Alors qu'il y en a tant qui ne veulent pas travailler, je dis que ceux qui travaillent, eh bien, aidons-les. Et je crois que c'est un combat qui est intéressant, aussi bien à ce moment-là, pour les hommes que pour les femmes. Merci Nicole Barbin. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.